Le président français Emmanuel Macron traverse actuellement la période la plus difficile de son mandat. Sa cote de popularité atteint des niveaux historiquement bas, avec seulement 30% d'opinion favorable selon les derniers sondages. La situation budgétaire nationale est devenue si préoccupante que certains économistes évoquent ouvertement la possibilité d'un plan de sauvetage international, une perspective qui semblait impensable il y a encore 5 ans. Son nouveau Premier ministre, François Bayrou, affrontera lundi prochain un vote de confiance crucial à l'Assemblée nationale, dont l'issue défavorable semble presque acquise. Si ce scénario se réalise, Emmanuel Macron se retrouvera dans la situation politique la plus périlleuse de la République, confronté à une impasse institutionnelle sans précédent. Pour comprendre la gravité de la crise actuelle, il faut examiner l'évolution des finances publiques françaises depuis la pandémie. Entre 2020 et 2024, la France a accumulé des déficits publics exceptionnels, avec un pic à 8,9% du produit intérieur brut en 2020, suivi de 6,6% en 2021. L'année 2022 avait pourtant offert une lueur d'espoir, avec un déficit ramené à 4,7% du PIB, laissant entrevoir une normalisation progressive des finances publiques. Les experts du ministère des Finances anticipaient même un retour sous la barre des 3% dès 2024. Le retournement de situation en 2023 fut donc d'autant plus brutal. Le déficit public s'est creusé de manière inattendue pour atteindre 5,4% du PIB, soit le deuxième ratio le plus élevé de la zone euro, derrière seulement l'Italie. Cette dégradation s'explique principalement par la performance décevante de la croissance économique, passée de 2,5% en 2022 à seulement 0,8% en 2023. Cette croissance atone a entraîné un manque à gagner fiscal estimé à 20 milliards d'euros, creusant mécaniquement l'écart entre les dépenses publiques et les revenus de l'État. Les mesures de soutien économique face à la crise énergétique, évaluées à 15 milliards d'euros, ont également contribué à cette dégradation. La situation devient particulièrement alarmante lorsqu'on examine l'endettement public français. La dette nationale dépasse désormais 110% du PIB, ce qui place la France parmi les pays les plus endettés au monde, derrière le Japon, la Grèce et l'Italie, mais devant le Royaume-Uni et les États-Unis. Le service de la dette représente désormais le deuxième poste de dépense du budget de l'État, avec 52 milliards d'euros par an, soit plus que le budget de l'éducation nationale. Cette charge financière limite considérablement la marge de manœuvre du gouvernement pour investir dans les politiques publiques prioritaires. Les agences de notation financière surveillent attentivement cette situation. Moody's et Standard & Poor's ont déjà placé la notation souveraine française sous perspective négative, ce qui signifie qu'une dégradation est possible dans les prochains mois. Une telle décision entraînerait une hausse des taux d'intérêt sur la dette française, aggravant encore le problème. La complexité de la situation tient également au paysage politique fragmenté, issu des élections législatives de 2022. La coalition présidentielle Ensemble ne dispose que de 248 députés sur 577, soit 139 sièges de moins que la majorité absolue. Cette configuration oblige l'exécutif à rechercher des compromis avec l'opposition pour faire adopter sa législation, une tâche devenue presque impossible dans le climat politique actuel. Le gouvernement Borne a tenté diverses stratégies pour contourner cette impasse. D'abord, la recherche de majorité de projets, texte par texte, qui n'a donné que des résultats limités avec seulement 15% des textes adoptés avec le soutien de l'opposition. Ensuite, le recours à l'article 49.3 de la Constitution, utilisé à 23 reprises durant le mandat de Mme Borne, déclenchant à chaque fois des motions de censure et alimentant la colère de l'opposition. Enfin, la tentative de formation d'une coalition élargie avec les Républicains, qui a échoué en raison des divisions internes au parti de droite. Face à l'échec de ces stratégies, Emmanuel Macron a engagé une succession de changements à Matignon qui n'ont fait qu'illustrer l'instabilité gouvernementale. Gabriel Attal, nommé en janvier 2024, n'a tenu que 190 jours avant de devoir démissionner, battant le record de brièveté sous la République. Michel Barnier, son successeur, n'a obtenu le soutien d'aucun groupe d'opposition et a été renversé par une motion de censure après seulement 90 jours en fonction. François Bayrou, nommé en décembre 2024, représente la dernière tentative de formation d'un gouvernement capable de trouver une majorité. Le programme économique de M. Bayrou prévoit 43,8 milliards d'euros d'économies d'ici 2026, répartis ainsi
35 milliards d'euros de réduction de dépenses publiques, dont 5 milliards sur la santé, 7 milliards sur la défense et 6 milliards sur l'éducation. 8,8 milliards d'euros d'augmentation d'impôts, principalement sur les grandes entreprises et les revenus financiers. La suppression de 2 jours fériés, le lundi de Pentecôte et le 15 août, pour augmenter le temps de travail. Le gel des pensions de retraite et des prestations sociales pendant 2 ans. Ces mesures ont déclenché une opposition sans précédent. Les syndicats ont organisé 6 journées de grève générale depuis janvier, rassemblant en moyenne 2 millions de manifestants à chaque fois selon les organisateurs, 500 000 selon la police. Un mouvement social inédit, baptisé « Le soulèvement des justes », s'est développé sur les réseaux sociaux et appelle à une grève générale illimitée à partir du 10 septembre. Ce mouvement, né dans les milieux hospitaliers et enseignants, s'est étendu à tous les secteurs publics et maintenant au secteur privé. Face à cette situation explosive, plusieurs scénarios sont envisageables. Scénario 1, la survie du gouvernement. Bayrou pourrait techniquement survivre au vote de confiance si 20 députés de l'opposition décidèrent de s'abstenir. Cependant, tous les groupes politiques ont exclu cette possibilité. Scénario 2, la dissolution. Emmanuel Macron pourrait dissoudre l'Assemblée nationale et provoquer des élections législatives anticipées. Les sondages indiquent que cette option donnerait une assemblée encore plus ingouvernable, avec une progression du Rassemblement national à 210 sièges et de la NUPES à 180 sièges. Scénario 3. La démission. Certains experts constitutionnels évoquent la possibilité d'une démission du président suivie d'élections présidentielles anticipées. Ce scénario reste improbable, mais commence à être discuté dans les cercles politiques. Scénario 4. Le gouvernement d'union nationale. La formation d'un gouvernement d'union nationale rassemblant tous les partis modérés représenterait la solution idéale, mais semble irréaliste compte tenu des divisions politiques. Quel que soit le scénario politique, les défis économiques restent immenses. La France doit trouver un équilibre entre 4 impératifs contradictoires. Réduire le déficit public pour respecter les engagements européens. Éviter l'effondrement des services publics déjà sous tension. Maintenir le pouvoir d'achat des ménages dans un contexte inflationniste. Préserver la compétitivité des entreprises françaises. La Banque de France estime que chaque semaine d'impasse politique coûte 0,2% de croissance économique et 10 000 emplois. Une crise politique prolongée pourrait donc avoir des conséquences économiques désastreuses. Emmanuel Macron se trouve confronté à la crise la plus grave de la VE République, où les difficultés économiques, sociales et politiques se renforcent mutuellement dans une spirale négative. La solution passera nécessairement par un compromis historique entre forces politiques qui semblent aujourd'hui irréconciliables. La semaine prochaine s'annonce donc décisive pour l'avenir de la France et pourrait marquer un tournant dans l'histoire politique du pays. Les décisions qui seront prises dans les prochains jours influenceront non seulement l'équilibre des finances publiques, mais aussi le modèle social français pour les décennies à venir. Si cette vidéo vous a plu, prenez un instant pour cliquer sur « J'aime ». C'est un petit geste pour vous, mais ça change énormément pour moi, car cela permet à la vidéo d'être vue par plus de monde. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Croyez-moi, la suite s'annonce encore plus passionnante et je prépare déjà du contenu exclusif que vous ne voudrez absolument pas rater. Pour ce qui me concerne, je crois dans la démocratie. La démocratie consiste à ce que des gens votent pour un mandat donné. Le mandat qui m'a été confié par les Français et par personne d'autre est un mandat qui sera exercé jusqu'à son terme, conformément à l'engagement que j'ai pris à l'égard des Français, n'en déplaise, y compris à ceux qui ont été défaits à plusieurs reprises lors de ces mêmes élections. Donc moi, je veux croire que le travail que le Premier ministre va mener dans les prochains jours va permettre de convaincre que, même s'il y a des désaccords sur les mesures techniques, parce que tout est évidemment à discuter, même s'il y a des désaccords sur telle ou telle solution, il peut y avoir au moins des chemins d'accord sur le constat. Je note d'ailleurs que de l'autre côté du Rhin, il apparaît qu'un parti conservateur avec un parti socialiste arrive à travailler ensemble sur des constats communs. Ils ont des différences sur... Puis ils les règlent en discutant. Enfin, ils ont quand même un constat commun sur... Donc c'est pas totalement fou ce que propose le Premier ministre. Ça existe pas si loin de chez nous. Et ça marche. Donc je pense que c'est possible. Pour le reste, je ne fais pas de politique fiction. Cette paix, c'est ce que nous voulons, c'est ce que veut aussi le président ukrainien. Et je le dis avec d'autant plus de force et de solidarité après ces derniers jours où les attaques ont repris avec force
de manière là aussi inédite pour les derniers mois, où à nouveau des civils ukrainiens ont été touchés et où on le voit bien, l'écart qu'il y a entre les prises de position dans les sommets internationaux ou avec les autres dirigeants du président Poutine et la réalité sur le terrain montre à quel point celui-ci est insincère. Les prochains jours seront déterminants, qui marqueront la fin de la période que nous nous étions donnée avec le président Trump et le président Zelensky pour obtenir les premières rencontres, et nous continuerons d'exercer la pression pour que des sanctions supplémentaires soient prises par nous-mêmes, et nous y sommes prêts, mais aussi par les États-Unis d'Amérique pour forcer la Russie à revenir autour de la table des discussions, en même temps que nous devons contenir notre soutien. Des insultes grossières ou vulgaires, que leur répondez-vous? Je nie ces qualificatifs, je ne suis jamais grossier ou vulgaire. Mais quand on dit qu'il y a un ogre aux portes de l'Europe, image qui a été prise par plusieurs, je crois que ça qualifie ce que les Géorgiens, ce que les Ukrainiens et beaucoup d'autres nations ressentent très profondément. C'est-à-dire un homme qui a décidé d'aller vers une dérive autoritaire, autocratique et de mener un impérialisme révisionniste des frontières internationales.